Je vous explique. Selon le magazine Africa Defense Forum, ce qui se passe au Soudan est avant tout une guerre entre deux richissimes militaires qui protègent leur empire économique. On ne le dit pas beaucoup, mais Hemeti dirige de fait le Darfour du Nord. Il est le premier négociant d'or de toute cette région. Il possède sa propre banque, Al-Khalij, la deuxième du pays. Avec sa société familiale, Al-Junaid Multi-Activities, il cumule jusqu'à 50 entreprises. Une énorme richesse qui lui permet, selon l'ONU, d'acquérir des armes, de payer des salaires, de financer des campagnes médiatiques et de faire pression sur d'autres groupes pour acheter leur soutien. Il se fait aussi beaucoup d'argent avec ce qu'on appelle le mercenariat d'État, c'est-à-dire que d'autres pays louent ses milices pour des opérations de contre-insurrection. Il a créé une sorte d'État dans l'État. Et il utilise son sens des affaires et sa puissance militaire pour faire de sa milice une force plus influente que l'État soudanais en déclin. De son côté, Al-Burhan, en tant que chef des forces armées soudanaises, dirige de facto le Soudan. Enfin, ce qu'il en reste. L'armée soudanaise détient l'ENB, la Banque nationale. Elle possède des centaines de sociétés qui contrôlent jusqu'à 85% de l'économie du pays. On parle de champs de pétrole, de mines d'or et de vastes terres agricoles. Elle est propriétaire de biens immobiliers à Khartoum et détient l'entreprise d'armement Military Industry Corp. D'après l'analyste Sama Salman, c'est donc un scénario où le gagnant rafle tout. Ils disent le Soudan, le pays pauvre, est en guerre. Moi, j'aime pas cette phrase-là parce que le Soudan, il n'est pas pauvre en fait. Le Soudan est appauvri par ses chefs malheureusement. Ajoute à ça plusieurs pays étrangers qui ont leurs propres intérêts. D'abord, il y a les accusations contre les Émirats arabes unis. Selon l'ONG Suisse Aid, ils achètent de l'or chez Hemeti et le font passer clandestinement par les pays voisins. On voit un rôle croissant, documenté des Émirats arabes unis aujourd'hui via un réseau logistique sophistiqué en Afrique, que ce soit via l'Est ou bien par la Libye. On appelle ça le triangle de la mort entre la Libye, Tchad, l'Égypte et le Soudan. En 2024, le New York Times révèle comment une grosse cargaison d'or estimée à 25 millions de dollars a quitté le Darfour et passé par le Soudan du Sud avant d'atterrir à Abu Dhabi, allié de Washington. La même année, les Émirats arabes unis, qui sont la deuxième plaque tournante mondiale du commerce de l'or et qui démentent tout commerce illégal de l'or, indiquent que seul 1,4% de leur or provient du Soudan. Ils sont également accusés de fournir des armes, des drones, des missiles et de l'aide médicale sous couvert d'une mission humanitaire. Dans un document publié en juillet 2024, Amnesty International dit avoir repéré au Soudan des véhicules blindés de transport de troupes fabriqués par les Émirats arabes unis. Les Émirats sont accusés de produire et de livrer des armes au FSR avec une technologie venant d'un autre pays, la France. Amnesty International a démontré que des blindés fournis par les Émirats arabes unis et utilisés par les forces de soutien rapide sont équipés de systèmes de défense réactifs sophistiqués conçus et fabriqués par des entreprises françaises. Il y a par exemple le système Galix, fabriqué par la Croix Défense et conçu en collaboration avec Nexter, devenu KNDS France. Les Émirats réfutent des accusations infondées qui, selon eux, ne sont que des manœuvres médiatiques sans fondement. Amnesty constate aussi que des armes et des munitions récemment fabriquées ou transférées proviennent de Chine, de Russie, de Serbie, de Turquie et du Yémen. Il y a également des armes britanniques, il y a des armes américaines, il y a des armes et des fusils canadiennes. Quand je vous dis que les Soudanaises voient une guerre mondiale sur leur corps, le corps des femmes et sur leur terre, c'est vraiment ça. Amnesty parle d'un commerce mondial de la mort, souvent en violation flagrante de l'embargo sur les armes dans le Darfour. Quand on voit d'où viennent toutes ces armes-là qui les tuent et qui contribuent à cette déchirure de pays et déstabilisation forte du Soudan et toute la région, quand on continue de se comporter de cette façon très distancée par rapport à notre cher allié émirati, c'est un choix, tout en sachant que les violations sont bien documentées. Un autre acteur aussi très impliqué, l'Égypte. Ce qui l'inquiète, c'est sa sécurité. Ce pays voit le feu chez le voisin et veut l'éteindre avant qu'il n'atteigne son propre territoire. Le pire cauchemar pour le Caire, c'est de voir le scénario libyen se répéter au Soudan. Et puisqu'il faut choisir, l'Égypte préfère Al-Burhan à Hemeti. Au lieu des mercenaires, on mise sur l'armée régulière. Mais une relation personnelle lie également Al-Sisi, le président égyptien, à Al-Burhan. Les deux généraux ont étudié dans la même école militaire au Caire. Autre intérêt mutuel, le Nil. Long de 6700 km, ce fleuve irrigue l'Égypte et le Soudan. Problème, un voisin commun empêche l'eau de couler, l'Éthiopie. En construisant son grand barrage de la Renaissance, elle prive l'Égypte du précieux liquide. Mais c'est quoi le lien avec la guerre au Soudan, me direz-vous?
Eh bien, dans cette querelle de l'eau, le Soudan d'Al-Burhan soutient l'Égypte contre l'Éthiopie. En échange, Al-Sisi soutient Al-Burhan face à Hemeti. Revenons à la Russie, qui semble soutenir les deux camps. En réalité, son rôle est beaucoup plus ambigu. C'est un double jeu. Je pense que la Russie n'a pas envie de perdre une des deux armées. Et quoi qu'il arrive, elle veut gagner ou être avec celui qui gagne, en fait. En 2022, juste avant la guerre, Hemeti conclut un partenariat avec le groupe paramilitaire Wagner, devenu Afrika Korps. Les mercenaires russes forment ses troupes contre de l'or. Mais la Russie fait aussi des affaires avec Al-Burhan, qui accepte de bientôt lui donner ce qu'elle désire depuis des années, sa première base navale en Afrique. La Russie a toujours rêvé d'avoir un port sur la mer Rouge, malgré qu'il y a des milices aussi qui travaillent de l'autre côté. Une base militaire russe juste là, à Port-Soudan, lui permettrait d'accéder à l'une des voies maritimes les plus fréquentées et les plus contestées au monde, et ainsi d'exercer une influence dans la région. Juste à côté des bases militaires américaines, françaises, chinoises, japonaises, italiennes, espagnoles et allemandes, tout abrité par un autre pays africain, Djibouti. On a déjà fait une vidéo là-dessus. C'est le corridor mondial, là, si vous voulez. Et le Soudan occupe une bonne partie de ce corridor mondial. Donc, les enjeux géopolitiques vis-à-vis la mer Rouge, l'accès aussi à la mer Rouge, eh bien, la sécurité liée à la mer Rouge, elle est essentielle. En retour, la Russie offre à l'armée d'Al-Burhan des armes, des munitions et surtout des pièces de rechange pour ses avions de guerre de construction russe. La Turquie, l'Iran et l'Érythrée sont également accusés de fournir une aide militaire directe à l'armée soudanaise, tandis que l'armée nationale libyenne, le Tchad, le Soudan du Sud, la République centrafricaine, le Kenya et la Somalie soutiendraient les FSR. Le Soudan se retrouve littéralement seul dans cette bataille, sans partenaires africains et encore moins des partenaires européens. Et donc, quand on voit Hemeti et les coalitions de forces de soutien rapide et ces milices janjaouides qui partent à Kenya et qui déclarent un gouvernement parallèle et qui soit bien reçu de cette façon à Kenya, ça pose des vraies questions. Il faut la pression. Il faut vraiment la pression internationale. Mais sans ça, on peut aller jusqu'à 10 ans de guerre. Ça ne s'arrêtera jamais. Et c'est là qu'interviennent les Américains. Les États-Unis demandent aux pays qui livrent les armes aux FSR d'arrêter, ce qui s'apparente à un soutien à Al-Burhan. Mais pourquoi? Les États-Unis ne veulent pas que la Russie ait accès à aucun port sur la mer Rouge. Les Soudanais, toujours, se retrouvent à naviguer justement ces négociations entre les deux puissances. Juste parler du Soudan et parler aux Soudanais. Ce sont des gens qui sont en train de souffrir et je pense qu'il faut un peu les écouter, quoi. Et l'Union africaine dans tout ça? Eh bien, l'organisation s'est contentée d'un communiqué pour demander un cessez-le-feu aux belligérants durant le mois de Ramadan. Voilà. Est-ce que l'Union africaine serait d'accord de laisser passer en fait autant de violence de cette façon avec totale impunité et quel signal ça envoie?